Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous présente notre invité d'aujourd'hui, M. Patrick Durivage, qui est travailleur social au CLSC René Cassin, au programme du soutien à l'autonomie des personnes âgées. Il est aussi coordonnateur du domaine d'expertise en soins palliatifs au Centre de recherche et d'expertise en géontologie sociale au CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. La présentation d'aujourd'hui portera sur l'adaptation au quotidien avec une maladie pulmonaire pour la personne atteinte et ses proches. M. Durivage abordera les mécanismes d'adaptation déployés par la personne atteinte, mais aussi du rôle des personnes proches aidantes dans le soutien et la gestion de la maladie. À la fin de cette rencontre, une période d'échange donnera l'opportunité aux participants de discuter de leurs défis, mais aussi de leur résilience. Cependant, cette période d'échange ne sera pas enregistrée. Alors, je vais céder la parole à M. Durivage et je vous souhaite à tous une belle conférence. Bonjour, merci Mme Bilodeau pour la présentation. Merci pour m'avoir invité pour présenter sur ce sujet. Quand j'ai préparé la présentation, puis quand j'ai discuté avec Mme Bilodeau, il y avait comme 1 million de sujets qu'on avait couverts. On aurait pu discuter de plusieurs modèles, approches. On a fait des choix pour rendre ça comme dynamique et aussi de ne pas faire une présentation de 3 heures sur différents modèles de changement. Donc, on a décidé de faire on a fait un choix, puis on va vivre avec. Puis je pense que ça devrait vous aider parce que quand on présente ce modèle-là, c'est souvent gagnant. C'est facile à comprendre aussi dans le temps qu'on aura ensemble. Donc, je me présente, travailleur social, coordonnateur de domaine d'expertise en soins palliatifs, comme Mme Bilodeau disait. Alors, dans ma pratique professionnelle, je rencontre des personnes avec toutes sortes de maladies, mais surtout avec des maladies pulmonaires. Donc, je rencontre beaucoup de personnes, principalement à domicile, dans un contexte de maladies très avancées, sûrement plus avancées que peut-être ce que vous avez, vous, présentement à la maison. Mais quand même, on va faire un tour d'horizon avec votre perspective, plus à la fin de la présentation. Donc, j'ai gardé un bon 20-25 minutes de la présentation pour qu'on ait un échange et qu'on puisse aussi tester ce qu'on aura vu ensemble dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, votre participation va être bienvenue plus à la fin de la présentation. Cependant, si vous avez des questions, des éclaircissements, si des parties de la présentation qui ne sont pas claires, je n'ai pas d'utiliser la section chat et Mme Bilodeau aura le plaisir de m'arrêter puis de prendre des questions puis de répondre aux questions d'éclaircissement. Donc, aujourd'hui, on va voir principalement les mécanismes d'adaptation chez la personne atteinte d'une maladie pulmonaire et aussi de comprendre la réalité des proches aidants qui accompagnent ces personnes avec ce genre de maladie-là. Donc, avec le petit sondage qu'on a fait au début, bon, les participants sont à 99% des personnes atteintes et on a une proche aidante dans l'auditoire, mais ce n'est pas grave. On va présenter le sujet et voir comment ça peut avoir un impact chez les gens qui vous entourent et comment ça peut aussi être une situation stressante, non seulement pour vous, les personnes atteintes d'une maladie, mais aussi pour les personnes qui se soucient de votre santé. Donc, à la fin, on a dit, on aura une partie sur les défis que vous vivez au quotidien, mais aussi les petites victoires que vous pouvez avoir. Et l'échange entre les participants va justement nous donner à réaliser qu'il y a tellement de façons de s'adapter à une maladie. C'est la beauté des groupes de soutien, c'est justement de pouvoir échanger ensemble et d'avoir une perspective peut-être un peu différente sur votre maladie et comment de la gérer à tous les jours. Comme j'ai mentionné au début, il y a plusieurs modèles qui existent sur l'adaptation au changement. J'en présenterai principalement 3, mais on s'entend qu'il y a quand même une centaine de modèles qui existent et qu'on a pu passer des heures là-dessus à faire le tour et voir ce qui s'adapte le plus facilement. Je vous présente 3 classiques. C'est bon, peut-être vous connaissez Kubler-Ross, qui a fait un modèle sur le deuil, mais elle a aussi fait des entrevues avec des personnes qui avaient une maladie chronique. Donc, elle a vu son modèle s'appliquer sur des gens qui vivent avec une maladie chronique. Donc, les phases de déni, la colère, l'acceptation de la maladie, la dépression et le marchandisage fait partie des différentes phases de son modèle. Et ce n'est pas un modèle qu'on doit voir linéaire, mais c'est des différentes phases que les gens peuvent avoir
et peuvent réussir à s'adapter progressivement à la maladie sans faire toutes les étapes, comme elle est mentionnée dans ses écrits plus tard dans sa vie. Donc, Elizabeth Kubler-Ross a fait un modèle qui était souvent mal cité, mais que d'autres chercheurs ont repris et qui ont mis à la couleur du jour et qui a fait une grande contribution sur le deuil et tout le processus d'acceptation de la maladie. Donc, il y a quand même une pertinence à voir ce modèle-là. Le modèle de Taylor, c'est vraiment plus une approche cognitive de recherche de sens. Donc, quand la personne vit avec une maladie, ses défis, c'est de vraiment chercher comment elle vit la situation et comment elle peut regagner progressivement le contrôle sur sa maladie avec une nouvelle perspective sur son estime de soi. Parce que forcément, la maladie vous amène des pertes d'autonomie, des pertes de capacité de la vie de tous les jours, et ces pertes-là vous amènent peut-être la souffrance, mais peut-être aussi une altération de votre estime de soi. Donc, peut-être vous avez des sentiments que vous ne pouvez pas faire les tâches comme vous pouvez le faire auparavant, et ça peut vous amener une reconsidération par rapport à vos capacités, mais aussi à votre estime de soi. Donc, Taylor mentionne que dans sa théorie, c'est le travail, c'est vraiment de jongler avec ses pertes, mais aussi de reconsidérer que son estime de soi, qu'on peut s'adapter et que l'être humain a une capacité d'adaptation très grande sur la situation. Et une grande part revient aussi sur la perception, ce que la personne a comme capacité résiduelle, mais aussi comme valeur comme être humain. Donc, c'est bien de tenir ça en compte. On n'est pas juste des personnes qui font des tâches, mais aussi des êtres humains en relation. Le modèle Lazarus-Folkman, qui a été développé dans les années 80, c'est un modèle qui se base principalement sur l'adaptation au stress. Ils se sont basés sur des travaux antérieurs sur le stress, comment que le stress a un impact sur le corps. Et l'individu déploie différentes stratégies pour pouvoir gérer son stress et s'adapter aux demandes de son environnement. Donc, ce qui est bien avec le modèle de Lazarus et Folkman, c'est de considérer l'impact du stress ou toute attaque sur le corps. Quand on parle d'attaque, ça peut être toute demande que son environnement fait sur vous et comment vous réagissez et comment vous réussissez à faire face à votre vie de tous les jours. Donc, la vie avec le stress, c'est normal. On est tous exposés au stress, mais c'est la façon qu'on le gère et qu'on le perçoit qui va puiser nos énergies, nos ressources d'une vie de tous les jours. Donc, vous, avec votre maladie, vous avez peut-être des symptômes qui sont, qui sont variables d'une journée à l'autre et ça vous peut-être donner plus d'énergie un certain jour ou c'est plus symptomatique un autre jour. Bien, votre réservoir d'essence est plus court ou moins plein en fonction de vos symptômes ou de tout autre stress que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Donc, c'est la capacité justement de s'adapter au quotidien avec les différents stress que vous pouvez vivre. Donc, on va principalement voir ce modèle-là parce que c'est un modèle qui est assez facile à comprendre, à visualiser, mais aussi à mettre en place certaines stratégies qui peuvent vous aider dans tout le jour. Donc, selon Lazarus et Folkman, il y a différents mécanismes que les gens peuvent mettre en place pour essayer de justement gérer les demandes de son environnement sur votre corps ou sur votre psychisme. Donc, il y a certaines stratégies qu'on dit dysfonctionnelles. Donc, je les mets en parenthèse parce que certaines de ces stratégies-là sont utilisées en début et peuvent aider quand même. Donc, vous avez la négation. Certaines personnes, quand ils ont une situation, peuvent dire ah, c'est pas grave, ça n'a pas d'impact sur moi, puis essayer de tasser ça dans le fond de leur esprit. Puis là, ça revient progressivement à la surface comme une bulle qui remonte à la surface de l'eau. Donc, ces stratégies-là peuvent aider quand la situation est trop pleine. Donc, quand les gens font face à une situation stressante, immense, et qui les paralyse. Donc, la négation ou le déni, en fin de compte, peut aussi aider à dire, OK, je mets ça de côté parce que c'est trop demandant pour moi, trop taxant, et je vais mettre l'attention sur d'autres éléments de ma vie. Donc, ça, c'est des mécanismes qui aident la personne à gérer son stress et à dire, OK, je mets ça de côté, puis je poursuis. Donc, ça peut être bénéfique au début, mais on ne peut pas toujours tasser cet élément-là. À un moment donné, il faut y faire face. D'autres personnes vont utiliser comme la diversion, l'évasion, la distanciation. Ils vont dire le problème, c'est pas moi, c'est aux autres. Ils ne comprennent pas. Donc, tous ces mécanismes-là
met une distance entre le problème et la personne. Donc, un autre type de stratégie dysfonctionnelle, c'est ce qu'on appelle aussi libération émotionnelle. C'est peut-être une mauvaise traduction. Il y a peut-être un meilleur terme en anglais qui l'illustre bien, mais libération émotionnelle, c'est quand on vide son trop-plein, on vide son fiel, on est très émotif, on se dégage, on dit tout ce qui nous passe par la tête, par les émotions. Donc, c'est pour vraiment faire une décharge de ces émotions à une personne, puis on se libère de ces émotions sans les intégrer dans sa vie et sans les comprendre. Juste se dire, je me sens mal, non, non, puis après ça, c'est comme un torrent d'émotions qui se passe et la personne ne fait pas de lien entre ces émotions et ce qu'elle vit. Donc, vous pouvez voir, ça peut vous aider à libérer la tension, mais s'il n'y a pas de cohérence avec ce que vous vivez, ce n'est pas vraiment bénéfique pour votre compréhension de ce que vous vivez à l'intérieur. Donc, ça, c'est quelques stratégies. Alors, pour la prochaine diapositive, les stratégies dysfonctionnelles, bon, ils peuvent aider justement à stabiliser l'état émotionnel de la personne lorsque la situation est trop demandante ou provoque un choc émotif trop grand. Mais comme on a mentionné plus tôt, ce n'est pas vraiment des stratégies qui sont efficaces à long terme. Ça peut aider sur le moment à libérer son trop-plein émotif, mais ça ne permet pas de rétablir justement l'équilibre psychologique et le bien-être de la personne sur le moyen et long terme. Donc, c'est à utiliser, comme dirait ma mère, avec des pincettes à court terme, puis pas trop sur une perspective long terme. D'autres stratégies plus proactives, c'est des stratégies qui permettent d'avoir une compréhension de sa situation, puis d'intégrer et d'atteindre un équilibre entre ce que l'on vit à l'intérieur, à l'extérieur, et de pouvoir avoir une cohérence en fin de compte et d'intégrer tous les éléments de sa vie pour vraiment réussir à avoir une gestion de stress et de progresser dans un processus de changement. Donc, pour ce faire, les stratégies proactives, c'est vraiment bon, d'abord de se connaître, de comprendre son stress, de comprendre comment il se manifeste à tous les jours, d'être conscient de ses manifestations. Moi, quand je suis stressé, j'ai un petit mal d'épaule ici parce que c'est un point faible dans mon corps. Puis il dit, oups, c'est peut-être la situation dans laquelle tu es te stresse trop. Ralentis, mon homme. Puis, ça m'aide à pouvoir dire, OK, il faut là, faire une technique de respiration, de relaxation pour pouvoir mieux gérer mon stress, puis pouvoir poursuivre d'une façon plus calme et posée. Donc, c'est d'être conscient aussi de ses pensées, d'être conscient qu'on n'a pas juste des émotions, mais on a aussi des pensées qui nous viennent à l'esprit. Certaines personnes vont dire que c'est de la petite voix, mais des fois, c'est des pensées qui nous viennent et qu'on tasse de côté. Ces petits nuages qu'on a dans l'esprit qui passent, ben, ça nous affecte et ça a un impact sur nos comportements, sur la façon de voir le monde, mais aussi de voir et de connaître nos besoins. D'autres éléments qui sont importants à considérer, c'est d'avoir un regard sur ses habitudes de vie. Donc, quand on parle des bonnes habitudes, on parle de l'alimentation, de l'exercice, le sommeil, consommation d'alcool, le tabac. Toutes ces habitudes de vie-là ont un impact sur notre santé physique, mais aussi un impact sur notre psychique. Pour une personne qui a des troubles anxieux ou des problèmes de dépression, bien souvent, ces habitudes-là vont avoir un impact sur votre santé mentale. Donc, on est un corps, esprit et une âme, certaines personnes diraient aussi. Donc, il faut comprendre que nos, habitudes de vie auront un impact sur l'ensemble de ces composantes-là. Donc, on est vraiment des êtres biopsychosociaux. Donc, le corps est important et le corps a un impact sur la psyché et ainsi sur nos relations. Et tout ça est un cercle vicieux. Donc, chaque élément va avoir un impact sur les différents éléments de notre vie. Il faut en être conscient justement par rapport à ce qu'on veut changer. Par rapport aux résolutions de problèmes, ben, c'est sûr que si on peut résoudre le stress à sa base, c'est très bénéfique. Donc, il faut être conscient d'où viennent nos sources de stress pour pouvoir mieux agir sur le stress. Donc, si vous avez une situation où, mettons, vous êtes préoccupé par un petit-fils ou par un neveu ou peu importe, un membre de la famille, et ça vous ronge votre énergie, bien, c'est pouvoir l'identifier puis le nommer. Puis dire, ben, qu'est-ce que je peux faire par rapport à la situation? Est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient ou c'est quelque chose qui appartient à une autre personne? C'est correct d'être soucieux puis d'être attentionné à une personne, mais si cette énergie-là nous gruge,
mais là, qu'est-ce qui m'appartient à gérer? C'est quoi la source du stress? Est-ce que c'est moi qui me fais du souci ou si la situation est trop grande que je peux gérer? Alors, quelle est la part du problème dans cette situation-là? Quand on arrive à la nommer, on peut mieux gérer la source du stress et pouvoir mieux moduler sa réaction par rapport au stress. C'est sûr qu'on parle aussi d'agir sur ses émotions. C'est sûr qu'on est des êtres humains. Notre corps et nos situations et notre expérience de la vie aura un impact sur les émotions. Et quand on réussit à gérer nos émotions et à pouvoir avoir une meilleure compréhension, puis une meilleure emprise sur nos émotions, bien, le reste va suivre. Donc, ça aide aussi à avoir une meilleure compréhension de ce qu'on est en ayant un regard sur nos émotions. Lazarus Fortman aussi mentionne que pour pouvoir gérer son stress et pour pouvoir s'adapter, on doit aussi réussir à être centré sur le problème. Donc, d'avoir des adaptations centrées sur le problème, c'est de pouvoir bien identifier la source du problème. Je pense à la situation du neveu. Est-ce que le neveu a une situation de vie qui lui appartient? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire, que je peux gérer pour l'aider ou la situation lui appartient à 100 Si la réponse est la dernière, alors vous pouvez être soucieux de son bien-être, mais il y a des grandes parts qui lui appartiennent à ce neveu, un peu de pouvoir faire ses propres changements. Et vous devriez peut-être vous distancer peut-être émotivement par rapport à ce qu'il vit pour dire ça lui appartient, je lui ai dit ce que je pouvais dire pour l'aider et le reste lui appartient et on lui laisse faire son cheminement. Donc, de ne pas embarquer dans la situation de l'autre personne peut aider justement à comprendre et à mieux gérer la situation parce que vous êtes d'abord centré sur le problème. Vous avez identifié ce qui était la source du problème, identifier ce qui peut être modifiable et contrôlable et pouvoir passer à autre chose. Donc, ça, c'est quand on peut réussir à faire ce genre d'adaptation, de raisonnement par rapport aux problèmes qu'on vit, ça nous aide à avoir une certaine distance, puis pouvoir nommer les émotions, dire je suis inquiet pour lui, mais le reste lui appartient. C'est les démarches qu'il doit faire pour la suite pour lui-même afin de l'aider dans la résolution de problèmes. Des exemples par rapport aux stratégies d'adaptation centrées sur le problème. Quand on est atteint d'une maladie, bon, les premiers réflexes, c'est d'avoir le plus d'informations sur la maladie, comment elle se manifeste, quels sont les traitements qui sont disponibles et de participer, comme on fait aujourd'hui, à des groupes pour pouvoir aller chercher plus d'informations. C'est vraiment des stratégies positives pour s'adapter. Participation active au traitement, donc c'est prendre part au traitement, de bien connaître ses médicaments, bien connaître ses symptômes, d'être aussi soucieux par rapport à votre propre corps. Parce que les intervenants de la santé vont vous poser des questions sur vos symptômes, sur la façon que ça se manifeste, vos réactions au traitement, mais votre corps réagit différemment parce que chaque corps est unique. Chaque corps a ses forces, ses faiblesses, et vous avez chacun aussi vos propres habitudes de vie qui vont influencer la réaction du corps par rapport au traitement. Donc, bien que ça connaître, ça aide. Être ouvert aux commentaires des autres, puis aux suggestions des professionnels, ça aussi, ça peut aider à intégrer, mais aussi être humble dans sa gestion de maladie, dire bon, les membres de ma famille me voient aussi, puis ils ont une vision de comment je suis, de ne pas être mal à l'aise, de demander leur opinion. Comment je trouve que je gère ma maladie? Est-ce qu'il y a d'autres façons que je pourrais mieux faire afin d'optimiser les traitements? Ça aussi, ça peut avoir un regard qui est bien souvent aidant. C'est sûr qu'il faut être humble parce que des fois, ce n'est pas toujours évident de demander des feedbacks ou des commentaires des membres de la famille ou même d'un ami proche et d'avoir leur réaction franc et honnête. Donc, ça peut aussi être un peu désarçonnant, comme on peut dire par chez nous. Donc, il faut aussi être prêt à recevoir cette information-là quand on la demande. Mais encore là, cette démarche-là vise à avoir une meilleure compréhension de votre situation puis de travailler sur le problème à la source. Les adaptations centrées sur l'émotion, ben, c'est justement, ça arrive à réduire la tension émotionnelle qu'on a discutée, mais aussi d'avoir une réévaluation sur votre situation. Je m'explique. On est tous prompts à avoir des émotions par rapport à ce qu'on vit, par rapport aux échecs, par rapport aux victoires qu'on a, par rapport à tout événement de la vie. On est un peu influencé aussi par nos hormones, par rapport à ce qui se passe. La reine d'Angleterre qui est décédée, on parle de décès, on parle de deuil, on parle de... Ça peut activer d'autres choses chez vous, ça peut avoir un impact sur votre compréhension de la vie, compréhension de ce que, bon, elle est décédée à 92 ans, moi, quel âge que j'ai, combien de temps qu'il me reste. Donc, vous voyez, c'est des choses qui peuvent avoir un impact sur votre situation. Donc, quand vous avez vraiment
aiguiller sur vos émotions. Ça aide à comprendre, bon, qu'est-ce qui me taraude, qu'est-ce qui m'inquiète présentement? Pourquoi j'ai ces émotions-là? Ben, quand vous avez une compréhension, vous dites, bon, ah, c'est vrai, c'est le décès de la reine, ça vient un peu chercher. Pas que vous aviez forcément une relation avec la reine, la dite reine, mais tout le monde parle de deuil présentement. Donc, ça peut avoir un impact justement sur vos propres émotions et votre propre ressenti, puis façon de voir votre perspective sur la vie. Donc, ça peut remettre des choses en cause. Et justement, quand vous réussissez à vous exprimer, dire, ben, c'est normal, tout le monde est comme un peu tristounet, la température n'est pas trop intense, on voudrait un automne un peu plus joyeux, ensoleillé, puis là, ben, on a juste de la pluie des derniers jours. Tout ça, ça nous influence. Je vous entendais au début de la présentation, vous parlez de la météo, mais tout ça, ça a un impact sur vos sentiments. Puis quand vous avez justement un regard sur, bon, ben, c'est sûr que les prochains mois vont être un peu tristounets. Mois de novembre, ils sont. Tout ça, ça va faire en sorte que vous allez avoir des réactions émotionnelles par rapport à ce que vous vivez. Tout ça peut être modulé par être conscient de vos émotions et aussi de pouvoir vous mettre en marche, de dire, bon, OK, c'est peut-être un peu triste, la lumière descend, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on augmente la lumière dans son bureau, on fait un peu plus d'exercice, on essaie de passer à travers, puis de dire, bon, le cycle de la vie continue, les saisons sont belles au Québec, oui, l'automne, mais après ça, l'hiver, oui, c'est long, mais après ça, il y a le printemps, puis il y a d'autres choses. Donc, de se remettre aussi dans ce mode-là, ça peut aussi vous aider à mieux gérer votre stress. C'était la partie adaptation par rapport à Lazarus et Folkman. Si vous avez des questions sur le modèle, je vous invite à les inscrire dans le chat et on pourra peut-être y répondre par la suite à la fin de la présentation pour dire comment je peux intégrer ces mécanismes-là dans ma vie de tous les jours. Prochaine partie de la présentation, c'est un peu plus une expérience des proches aidants, des personnes proches aidantes. Donc, on va voir un peu ensemble la définition qui est issue de la politique nationale sur les proches aidants, qui est parue en 2021. Donc, une personne proche aidante, c'est une personne qui offre son soutien à son entourage, à une personne qui a une incapacité temporaire ou permanente. Bon, ça peut être de nature physique, c'est des pertes physiques, ça peut être au niveau psychologique, psychosocial ou autre. Et ça, peu importe l'âge. Donc, on a souvent associé personnes proches aidantes et personnes âgées, mais on a aussi des personnes proches aidantes qui prennent soin de leur enfant handicapé, qui prennent soin d'un adolescent avec un trouble d'un trouble alimentaire. Il y a toutes sortes de proches aidants et qui aident dans le parcours de la vie d'une personne. Et ça peut être une personne de la famille ou ça peut être un voisin, ça peut être une amie, ça peut être peu importe la personne ou la relation. C'est tout aide apporté pour aider la personne à passer à travers une situation qui peut être courte ou longue. Le soutien apporté, ben, c'est ça que j'ai mentionné, c'est à titre non professionnel. Donc, la personne n'est pas rémunérée pour le faire et c'est un soutien qui aide justement la personne à retrouver ses forces, retrouver ses capacités dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Et ça peut être à domicile ou dans d'autres milieux de soins. Et ça, c'est un peu l'essence de ce qu'est une proche aidante. Au niveau du parcours, ben, les proches aidantes qui accompagnent une personne avec une maladie pulmonaire, ben, bien souvent, ils vivent avec la personne ou sont à distance ou sont au téléphone pour voir comment tout se passe. Donc, les proches aidants sont aussi très impliqués dans les soins, dans les suivis médicaux. Ils s'impliquent auprès du patient, mais aussi sont très attentionnés pour voir comment que la maladie a un impact sur la personne, quelles sont les pertes, qu'est-ce que je dois surveiller comme symptômes, qu'est-ce que je dois surveiller comme effet secondaire. Donc, les proches aidants peuvent jouer un rôle, comme vous voyez, soit actif dans les soins ou dans la supervision, ou tout simplement aider la personne à pouvoir s'autogérer ses symptômes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles pulmonaires réussissent très bien à gérer leurs propres symptômes et les médicaments. Puis là, plus que la personne a des pertes d'autonomie, plus que c'est peut-être difficile à comprendre tous les symptômes, les traitements et les manifestations, ben alors les proches aidantes s'impliquent progressivement de plus en plus. Mais c'est sûr que moi, comme travailleur social ou comme mes collègues de travail au soutien à domicile, notre but premier de nos interventions, c'est de rendre la personne la plus autonome possible dans ses soins afin qu'elle comprenne très bien ce qu'elle a et aussi comprendre ses manifestations, ses symptômes et ses traitements afin d'avoir une prise de contrôle sur sa maladie et bien la comprendre et bien la gérer par elle-même. Plus la personne est active dans ses soins,
mieux elle est au niveau de ses symptômes, mais aussi au niveau de sa santé mentale, parce qu'elle a une prise de contrôle sur ce qui passe, puis elle a une compréhension de ce qui va. Malheureusement, les maladies pulmonaires la plupart sont dégénératives, donc éventuellement, la personne va avoir besoin d'aide. Donc, les proches aidants aussi sont très des alliés formidables pour aider la personne à comprendre, bon, peut-être c'est le temps de demander de l'aide à domicile, peut-être c'est le temps de demander un peu plus de soutien. Il y a peut-être certaines tâches que tu devrais délaisser à d'autres personnes. Ce n'est pas des discussions qui sont faciles, mais c'est grâce à l'intervention des proches aidants qui aident à la personne à comprendre, dire, ouais, c'est vrai que c'est peut-être mieux que je demande à telle personne de faire cette tâche-là afin d'éviter que je sois essoufflé ou trop fatigué, ou peut-être que je peux partager ou vraiment aider le soutien d'une autre personne pour m'aider à faire cette tâche-là, puis je pourrais avoir plus d'énergie pour faire d'autres choses. Donc, les proches aidants sont aussi très facilitateurs dans ce partage de temps et d'efforts face à la gestion de la maladie. Bien sûr, les proches aidants aussi sont très soucieux du passage du temps. Et quand je rencontre une proche aidante, c'est sûr que la personne peut nous parler de sa maladie et comment elle gère sa maladie. Mais les personnes proches aidantes aussi nous donnent un son de cloche sur dire ouais, ben finalement, c'était pas en 1995, le début de la maladie, c'était plus en 94. Donc, ils peuvent nous donner un peu plus d'informations parce que des fois, on a des blancs de mémoire qui peuvent arriver avec l'évolution de la maladie, puis les proches peuvent nous donner un éclairage sur le parcours du patient lorsque le patient arrive un petit peu moins à s'exprimer. Je vous ai mis aussi par rapport à l'intégration des soins palliatifs et de l'aide à la prise de décision de la personne et le deuil. Je ne m'attarderai pas très longtemps là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus à s'adapter par rapport à la maladie. Et Mme Bilodeau va organiser une rencontre sur les soins de palliatifs et de fin de vie. J'aurai le plaisir peut-être de faire une présentation plus complète sur ce sujet-là, parce que je pense qu'il y a des questions justement sur quand est-ce qu'on intègre les soins palliatifs à domicile, quand est-ce qu'on intègre les soins à domicile. Donc, ça sera abordé dans d'autres présentations dans l'année. Donc, en termes d'activités que les personnes proches aidantes effectuent, c'est sûr qu'ils sont bien souvent sollicités pour le transport, pour les tâches domestiques, l'entretien intérieur, extérieur. Ça peut être le genre qui aide à ramasser les feuilles à l'extérieur l'automne, ça peut être des personnes, ça peut être des soins personnels, ça peut être des soins de pied, ça peut être aider au suivi médicaux, ça peut aider à la gestion de prendre soin d'une maison, ça peut aider, le proche peut aussi aider à faciliter les opérations bancaires. Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile grâce à Internet, mais des fois, les proches vont aussi aider à comprendre comment que le, le système informatique fonctionne pour pouvoir accéder à son compte de banque. Donc, il y a tous ces soins que les proches aidantes offrent pour justement permettre à la personne d'être le plus autonome possible. Le soutien à la participation sociale, c'est sûr que c'est souvent euh, très peu discuté, mais les proches aussi facilitent beaucoup justement le lien entre les membres de la famille. Donc, il aussi facilite les- l'organisation des activités, puis il peut encourager la personne qui a une trouble pulmonaire à participer au groupe tel qu'aujourd'hui ou à des associations pour essayer de voir comment on peut aider la personne avec son moral en participant le plus possible dans sa communauté. C'est sûr que je dirais que les 2 dernières années ont été très difficiles, justement, la participation sociale avec le contexte de la COVID, de la pandémie. Il y a beaucoup d'organisations, de centres de jour. Vous l'avez vécu vous aussi, donc même des églises qui fermaient à cause des mesures sanitaires. Donc, toute la participation sociale a été très difficile dans les 2 dernières années. On recommence progressivement à réintégrer ces activités-là. Et heureusement, parce que les gens ont besoin de voir d'autres personnes, ont besoin de s'intégrer à nouveau dans sa communauté. Puis ça, c'est des aspects très importants pour leur santé mentale. C'est bien de se protéger par rapport à la COVID, par rapport aux autres infections et aux autres choses qui se passent dans la communauté. Mais on est des êtres sociaux, puis on a besoin d'interaction avec d'autres personnes. Et on a mis en place les Teams, les Zooms, les plateformes électroniques, mais rien de bonne rencontre face à face, de voir nos collègues au travail, mais aussi des personnes âgées ont aussi besoin de ce contact et ça leur manque. Je les vois beaucoup à domicile, les gens qui sont très isolés
et qui ont des craintes de réintégrer leur activité sociale à cause de la 7e, de la 8e, de la 9e vague. C'est sûr qu'on va falloir s'habituer progressivement, mais tout ça a un impact sur notre santé mentale. Petite parenthèse, désolé, j'ai peut-être dépassé le cadre de la présentation, mais le soutien psychologique aussi et social, les proches aidants participent énormément à ce que la personne soit aussi atteindre un bien-être, un équilibre par rapport à ce qu'elle vit. Donc, c'est aussi un soutien que je pourrais dire quasiment de travailleur social ou de psychologue que les proches aidants peuvent faire pour aider la personne à mieux gérer ses symptômes et sa santé mentale. Ce que les proches aidants doivent apprendre, c'est justement de comprendre l'évolution de la maladie, les symptômes, et aussi aider la personne à pouvoir gérer ces symptômes qui peuvent varier sur une base quotidienne. Donc, les symptômes peuvent amener malheureusement de l'anxiété, de la panique, de la dépression, de l'essoufflement. Je pense que je n'ai pas obligé de peindre un tableau très, très complet où vous devez en vivre une partie d'anxiété par rapport à vos symptômes puis par rapport à ce que vous expérimentez à tous les jours. C'est une maladie qui a une composante très anxiogène et qui amène justement une réaction de panique parce que c'est une fonction vitale, le souffle, la respiration. Donc, ça amène justement des réactions émotionnelles tout à fait normales parce que le souffle, c'est la vie. C'est aussi une fonction qui permet de pouvoir régénérer son corps. Et donc, de vivre de l'anxiété, c'est quasiment synonyme avec les maladies pulmonaires. Ce n'est pas une faiblesse de vivre ces sentiments-là, c'est normal. Je donne souvent l'analogie avec mes patients que vivre l'anxiété avec cette maladie, c'est normal. C'est comme de plonger dans une piscine puis d'avoir l'impression de se noyer. On se bat puis on est pris de panique parce et c'est un peu ce genre de réaction-là, mais sans la piscine. Donc, on vit ce genre d'émotion-là. On peut le vivre et on doit réussir à la gérer, ces réactions-là. Et l'anxiété, justement, c'est une manifestation de panique, de peur par rapport à sa survie. Et il faut apprendre à la gérer et à la combattre. Et il y a des techniques qu'on peut discuter en fait de la présentation. C'est sûr que les proches aidantes vont être très soucieux par rapport aux infections, par rapport à éviter des endroits où il y a beaucoup d'infections, beaucoup de COVID, beaucoup d'autres maladies. C'est sûr que les proches sont aussi soucieux du bien-être de la personne. Et c'est une partie qui fait une partie stressante pour les proches, justement, de pouvoir éviter ces endroits où il y a beaucoup de malades et de personnes symptomatiques. Donc, c'est un des grands combats qu'ils vivent, les proches aidants. Et on doit aussi aider les proches à gérer ces composantes, dire, OK, peut-être que vous vivez un peu trop de stress par rapport à protéger la personne qui est malade. Et si vous utilisez les mesures sanitaires qu'on a mis en place, le masque, la distanciation, le lavage de mains, on peut quand même poursuivre ses activités puis de pouvoir poursuivre sa vie de tous les jours. Ceux, les proches aussi sont celles qui vont appeler le 911 quand il y a une situation d'urgence. Donc, les proches ont besoin d'aller chercher l'information, qui j'appelle, à quel moment je dois appeler le 911 pour quand c'est une situation de crise. Ça, c'est des situations que les proches doivent réussir à gérer. Et c'est ce que Farknar mentionne à sa recherche. Vous avez la référence au bas de la diapo. Puis, c'est des apprentissages que les proches doivent avoir en cours de route parce que la maladie va évoluer, ainsi que les réponses par rapport à la maladie. C'est très, très stressant, mais en même temps, c'est très aidant de savoir qu'on peut réussir à gérer les symptômes puis d'être prêt par rapport à une prochaine crise. Donc, les intervenants de la santé, les infirmières, les hypnothérapeutes, les médecins, les pneumologues peuvent vous donner l'information justement, dire, bon, quand est-ce que c'est urgent, quand est-ce qu'on doit faire le 911 ou quand est-ce qu'on utilise des pompes, quand est-ce qu'on toute la gestion des médicaments et de symptômes. Ça peut être aussi bon d'avoir une proche qui vous accompagne dans vos rendez-vous médicaux pour leur donner cette information-là. C'est sûr que les proches doivent aussi gérer au niveau de leur relation de couple, comment intégrer la personne qui est malade, si c'est conjoint, conjointe ou le partenaire de vie, comment on peut réussir à l'intégrer dans ses activités de couple, dans ses activités de la vie de tous les jours, et aussi comment on fait pour gérer l'essoufflement, comment on peut s'adapter par rapport à sa vie sexuelle, comment on peut réussir à intégrer tout ça dans sa situation de vie de couple.
ça fait partie des apprentissages que les gens, les couples doivent aussi mettre à l'avant et pouvoir discuter ouvertement afin de réintégrer le plus possible une vie de couple harmonieuse. Bien souvent, les proches aidantes, personnes proches aidantes sont aussi beaucoup dans l'anticipation. Donc, ils vivent beaucoup d'anxiété par rapport à ce qui va arriver dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années. Donc, pour combattre cette anxiété-là, c'est sûr que de l'information sur l'évolution de la maladie peut aider et aussi connaître les ressources qui peuvent répondre à l'évolution de la maladie et de savoir quand est-ce référer aux bonnes ressources au bon temps. C'est ce que les proches veulent savoir le plus souvent possible. Quelques considérations à tenir en compte par rapport à la réalité des proches aidants, c'est que, bon, et à la réalité des personnes qui sont atteintes de la maladie, c'est que la population n'a pas vraiment une grande connaissance des maladies pulmonaires. Ils sont souvent mélangés par rapport à c'est quoi cette maladie-là, par rapport à telle autre maladie, c'est quoi les symptômes, est-ce que c'est grave ou pas, est-ce que ça empoisonne la vie. Donc, les gens n'ont pas vraiment de connaissance de maladie-là, peut-être juste dans les phases aiguës, mais même encore, les gens sont un peu mélangés par rapport à ben, je te vois, tu me parles, tu ne sembles pas être malade. De quoi tu te plains? Il me semble que quand je t'ai vu la dernière fois, tu semblais bien. Oui, mais c'est parce que ça évolue, cette maladie, donc c'est fluctuant. Donc, les patients et les proches n'ont pas toujours le soutien approprié de leurs collègues ou de leurs amis parce qu'ils ne connaissent pas très, très bien la maladie. Donc, ce qu'il y a un impact, c'est que les patients, les proches aidantes, voient leur monde social rétrécir parce que les gens n'ont pas forcément une connaissance de la maladie, puis ils n'offrent pas forcément un bon soutien ou un accompagnement par rapport à la trajectoire de la maladie qui peut se faire sur plusieurs années. Par l'adaptation, donc, c'est sûr que les personnes proches aidantes ont aussi leur propre adaptation à faire par rapport à la maladie, comme le patient a aussi sa propre trajectoire. Euh, Chaque personne doit s'adapter par rapport à l'évolution de la maladie. Le patient en premier, mais le proche aussi. Et nous, ce qu'on voit souvent à domicile, c'est que, bon, peut-être les proches aidantes ont tendance à se surinvestir, à compenser davantage et de prendre beaucoup trop de responsabilités qui reviennent des fois plus aux patients. Donc, on doit des fois rééquilibrer la surveillance, c'est-à-dire, ben, peut-être que le patient peut appeler son pneumologue pour parler de ses symptômes. Ce n'est pas nécessaire sur un proche. Donc, on doit remettre des fois le pouvoir entre les bonnes mains, puis on essaie le plus souvent de remettre le pouvoir au patient pour qu'il puisse gérer sa situation et dire aux proches, c'est bien, euh, ton mari est capable de faire ces démarches-là, tu peux l'accompagner peut-être, mais offre-lui la chance de pouvoir faire les démarches, ça va l'aider à comprendre davantage la maladie, mais aussi à vous de dire, OK, mon rôle, c'est peut-être pas d'être impliqué à tous les jours, mais de superviser comme à vue d'oiseau, de laisser la personne dans son cheminement, puis dire, OK, il est capable de le faire et on se rassure. Mais en même temps, c'est une réaction tellement émotive de dire, les proches aidants, ils veulent s'impliquer, ils veulent connaître ce qui se passe. Donc, c'est un peu une réaction humaine aussi d'être soucieux de l'autre, mais on doit remettre ça aussi dans une perspective, de dire, OK, le patient a sa trajectoire et ses adaptations à faire, et les proches aussi doivent aussi dire, OK, dans quel moment je m'implique et dans quel moment je dois m'investir pour aider la personne qui est malade. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'adaptation sur deux plans et comme travail social, c'est sûr, je m'implique beaucoup entre dire, bon, qu'est-ce qui appartient à la gestion de la maladie, qu'est-ce qui appartient à la personne, au couple, aux proches et à la famille parfois, dire, bon, comment la maladie a un impact dans vos relations. Puis ça, c'est quelque chose qu'on travaille avec les travailleurs sociaux et les patients, dire comment la maladie vous affecte et c'est quoi l'impact que ça a dans la vie de tous les jours. Et quand on réussit à nommer ça, ça aide à faire des liens, en dire, OK, les gens ont peut-être tendance à me voir peut-être plus diminué que je suis, et peut-être on remet ça sur la table et on en discute avec la famille, dire, bon, il y a des moments où j'ai peut-être un petit peu moins de symptômes, je dois m'impliquer davantage, puis d'autres moments, je me sens un petit peu moins bien et je dois me ralentir, mais je veux quand même garder mon rôle de père, mon rôle d'époux, mon rôle de grand-parent, et c'est pas nécessaire de me protéger toujours par rapport à tout ce que je vis. Donc, on doit refaire du recadrage et revoir la perspective de chacun. Et
cet auteur-là mentionne dans son article, c'est justement que les personnes proches aidantes se sentent responsables des soins, mais la personne qui est malade a aussi un rôle dans sa maladie. Et c'est un rééquilibrage dans cette co-gestion de la maladie qui est bien souvent nécessaire. Et de prendre une pause, justement, de dire, bon, comment on va? Euh, le couple, comment va le couple et comment on va aussi dans la gestion de la maladie, mais aussi comment on va dans d'autres sphères de sa vie. Parce qu'on n'est pas juste des patients, on n'est pas juste des proches, on est aussi des conjoints, puis on a d'autres rôles aussi à voir en dehors de la maladie. Donc, bien souvent, c'est aussi d'ouvrir sur d'autres sphères de sa vie, des choses qui vont bien aussi, et de prendre ça en considération dans sa gestion de la maladie, qu'on n'est pas juste des patients, mais on est des êtres uniques et complexes. Donc, les proches, bien souvent, ont une belle image du canard. Donc, les proches veulent vraiment tout garder sous contrôle, là, mais les petites papates en dessous de l'eau se fait brouiller beaucoup. Euh, donc, c'est pour les proches aussi d'être conscient, justement, c'est quoi son rôle. C'est aussi d'être présent, puis peut-être suivre le rythme de la personne. Puis ça, c'est souvent difficile pour les proches de dire, OK, je ne peux pas nager plus vite que la personne, je dois l'accompagner puis l'aider à comprendre l'évolution de sa maladie. C'est souvent facile à dire, c'est souvent difficile à intégrer parce que les proches aidants vont aller aux prochaine étape, à la prochaine chose, prochains symptômes à gérer, les prochains médicaments, prochains traitements. Mais aussi, il faut aider les proches à dire peut-être que vous allez un peu trop vite dans la gestion de la maladie et il y a des choses que la personne doit apprendre, comprendre pour mieux l'intégrer dans sa vie de tous les jours. Je vais passer assez rapidement à cette diapo-là parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais c'est de l'information que peut-être vous connaissez. Les proches aidants être proche aidant, ça a un impact sur toutes les dimensions de la personne. Donc, il y a des risques pour la santé. Les proches aidants qui se réveillent la nuit pour vérifier si la personne va bien. Donc, ça a un impact sur les troubles de sommeil. Ça peut avoir un impact sur la tension artérielle. Certains proches aidants ont des façons de gérer le stress avec soit de l'alcool ou d'autres substances. On a le cannabis qui est rendu légalisé, donc on voit de plus en plus de proches faire des expériences avec ces substances. Donc, ce n'est pas forcément des façons de bien gérer ces comportements et ces habitudes de vie. Donc, il y a aussi d'autres impacts qu'on a mentionné plus tôt, le risque au niveau social, bon, le risque d'isolement, le risque de perte d'emploi ou d'absence d'emploi pour les suivis médicaux. Donc, tout ça, ça a un impact aussi à d'autres sphères de la vie de la personne, tant au physique, psychologique, social, familial, financier. Être proche aidant, ça a un impact sur la psyché, le portefeuille, sur les relations entre les membres de la famille. Ça peut être très demandant, mais aussi ça peut être aussi très positif d'être proche aidant. Ça peut être gratifiant, ça peut être aussi ça peut être une expérience de croissance personnelle, d'expérience et aussi ça peut rapprocher des gens. Une maladie peut rapprocher les gens. Et ça, je le vois à quelques reprises, quelques fois par semaine. C'est-à-dire, maintenant que je suis malade, j'ai ralenti mon rythme de vie, mais j'ai aussi appris que j'ai des choses que je dois mettre en avant-plan et prioriser. Puis ça, c'est grâce à la maladie, ça m'a permis d'apprendre ça, parce qu'avant, j'étais dans un rythme effréné et la maladie m'a forcé à me ralentir et maintenant, je passe plus de temps avec ma famille. Donc, vous voyez, ça peut être aussi positif, ce n'est pas toujours négatif. On parle souvent d'impact. Ça peut sembler négatif quand on lit ça d'une traite, mais il y a aussi des éléments qui sont aussi positifs par rapport à la maladie. Les besoins, ben vous voyez, c'est les besoins des personnes proches aidantes, mais je pense que c'est aussi, on peut faire le même parallèle avec les personnes atteintes de la maladie. Les gens qui sont atteints de maladies pulmonaires ont des besoins qu'on appelle de soutien pratique. Donc, ils ont besoin de savoir quand est-ce qu'on doit faire demande aux soins à domicile pour s'impliquer. Qu'est-ce que les soins à domicile font? C'est souvent nébuleux. Les gens ont souvent des notions dans leur tête qui ne sont pas toujours véritables. Donc, c'est aussi d'avoir une conception des proches ont besoin de répit, du temps personnel, mais je dirais que ce temps personnel-là aussi s'applique aussi à la personne qui est malade. Donc, les gens ont aussi besoin de temps de repos, temps de récupération, mais temps de souffler un peu. Les proches aidants, comme les personnes atteintes, ont besoin d'informations sur la gestion des maladies, des symptômes, mais aussi de soutien sur le vécu émotionnel. Donc,
être malade peut avoir un impact sur sa vie sociale parce qu'on ne peut pas suivre le rythme de tout le monde. On ne peut pas avoir peut-être forcément les mêmes activités. On doit adapter ses activités et des fois, on peut se sentir un peu écarté parce que, bon, si je jouais au tennis auparavant, puis là, ma maladie me l'empêche, ben, peut-être mes compagnons de tennis vont en prendre un coup, mais peut-être que ce qui nous unissait, c'était peut-être pas forcément le tennis. C'était peut-être l'après-tennis qu'on appréciait, c'est aller prendre un verre après. C'est peut-être ça qu'on doit garder en tête, qu'on doit garder certains éléments de nos relations et de recalibrer le tout. Donc, ça, c'est une certaine adaptation, dire que ben, peut-être mes copains de tennis, je peux les rencontrer sans le tennis et d'organiser ça. Donc, il faut s'adapter par rapport au soutien psychosocial et aux relations qu'on a avec les gens qu'on a dans notre quotidien. C'est sûr que les personnes doivent développer leurs connaissances, leurs compétences et la compréhension de la maladie. Et ça peut prendre du temps parce que les maladies évoluent, les symptômes évoluent et ça peut redemander l'information, comment je peux réussir à avoir un traitement ou des traitements qui sont optimaux par rapport à l'évolution de la maladie. Donc, ça peut nécessiter des consultations avec le pulmonologue, avec la pharmacienne, l'infirmière, ça peut aussi, différentes personnes qui peuvent vous aider à revoir la façon dont vous gérez vos symptômes. Et ça, c'est normal de redemander plusieurs fois comment je peux mieux gérer vos symptômes. Donc, soyez pas gênés de poser des questions puis de redemander des questions qui ont déjà été répondues auparavant et qui ont besoin d'éclaircissement. Je pense que quand on réussit à avoir toute l'information puis à s'adapter à l'évolution de sa maladie, ce n'est que bénéfique que pour tout le monde. C'est sûr que les proches et les personnes atteintes ont besoin d'informations sur les soutiens financiers, les programmes de soutien qui existent. Il y a de l'informations que je peux vous envoyer par la suite de la présentation, mais il y a quelques programmes qui existent pour vous aider à part de déclaration dans vos revenus, dans vos déclarations d'impôts. Il y a d'autres programmes qui existent dans la communauté qui sont disponibles en ligne. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des questions sur ce sujet-là, puis je vais essayer de répondre le mieux que je peux par rapport à vos questions. Dernière diapositive avant qu'on passe à la période de questions. Prendre soin d'une personne atteinte, bien, vous avez différents éléments qu'on a parlé tantôt, autant de la gestion des symptômes que de l'impact que cela a sur la relation entre proche aidant et personne atteinte. Le rôle du proche, c'est aussi d'avoir le plus d'informations possible quand on rencontre un médecin ou quand on rencontre un intervenant. Donc, ça se peut que vos proches vous posent beaucoup de questions avant un rendez-vous médical et c'est compréhensible parce que vous devez parler de vos symptômes, mais peut-être l'approche va être interpellée par le médecin et dire est-ce que c'est vraiment comme ça qui se passe la situation à domicile? Et l'approche a besoin d'informations pour dire oui, c'est comme ça ou non, c'est moins pire ou peut-être qu'il minimise un peu ses symptômes ou peut-être qu'il exagère ses réactions. Donc, ça se peut que le proche aidant soit interpellé par les intervenants pour voir comment les maladies évoluent. Malgré que le patient soit complètement apte et capable de répondre aux questions, les intervenants de la santé peuvent demander ce son de cloche-là pour avoir une perspective plus globale. Donc, ça se peut que les proches vous posent des questions avant de rencontrer un médecin, c'est tout à fait normal. Donc, aussi, les proches ont comme mandat ou se ressentent la responsabilité d'encourager le patient à demander de l'aide. Et ça, c'est normal dans une situation d'autogestion de la maladie. Et tout ça, si c'est harmonieux, ça peut se passer très bien. Sinon, ça peut avoir un impact quand il y a des conflits de perspective entre le malade et le proche, ça peut créer de la tension dans la relation, puis ça peut aussi créer de la détresse émotionnelle parce que la proche va sentir qu'il y a juste elle qui voit les choses et que la personne minimise ses symptômes ou minimise l'impact que ça a. Donc, c'est à vous de bien évaluer justement la répercussion de la maladie sur vous, mais aussi sur vos proches de votre entourage et de voir comment ensemble on peut justement ouvrir au niveau émotionnel l'impact que de la maladie a à tous les jours. Donc, quand vous êtes honnête et ouvert par rapport à cette gestion-là, ben, Surrey et Hall, comme les auteurs qui sont penchés sur la situation, mentionnent que quand la discussion a lieu entre les parties, tant au niveau symptômes, mais aussi au niveau de l'impact émotionnel, c'est beaucoup plus facile à gérer la maladie et tout le monde est sur la même page, sur le même diapason, dire OK, on est rendu là par rapport à l'évolution de la maladie et c'est comme ça qu'on la gère.
Et ça se peut qu'il y ait une composante émotionnelle par rapport à l'évolution de la maladie. Parlons-en, prenons des moments de questionnement puis de réflexion pour dire comment la maladie évolue et comment ça a un impact. Et si à un moment donné, peut-être, il y aura besoin de consultation professionnelle pour vous aider à ouvrir davantage, soit une personne ou l'autre, ou même le couple peut consulter et d'aller chercher de l'aide professionnelle pour vous aider à justement évacuer le trop plein d'émotions. Ce que les intervenants de la santé peuvent faire, c'est au niveau de la détresse émotionnelle chez les proches, justement, de revoir que les proches, est-ce que la personne a besoin d'une vigilance constante ou on surcompense l'évolution ou la préoccupation des proches par rapport à l'évolution de la maladie. J'ai fait beaucoup de parallèles par rapport aux conjoints, conjointes ou partenaires de vie, mais des proches aussi, c'est des enfants, des petits-enfants qui peuvent vous appeler et avoir cherché l'information. Étant moi-même proche aidant par rapport à mon père ou par rapport à ma mère, je ne vis pas avec eux, mais comme je vis à distance, donc ça peut générer du stress quand je n'ai pas toujours la bonne information par téléphone, donc je les visite. Et tout ça peut générer une réaction émotionnelle. Donc, on doit en être conscient comme proche que ça aussi, ça peut avoir un impact quand on a la situation, on le vit à la distance. C'est sûr qu'on peut avoir une réaction aussi quand le patient a des symptômes. Si une personne a des symptômes puis la personne ne sait pas trop comment gérer la situation, ça peut créer aussi une réaction émotionnelle, mais aussi d'être acteur de la situation dans l'urgence quand le proche aidant doit appeler le 911 parce que justement, il y a une exaspération puis s'il n'y a pas de rien qui fonctionne, bien justement d'appeler le 911. C'est sûr que moi, comme intervenant de la santé, je le fais sur une base quotidienne pour mes patients, mais pour un proche, ça peut être une situation aussi qui peut générer aussi d'autres stress. C'est sûr qu'il peut y avoir des écarts entre la réalité du proche et du patient sur la sévérité des symptômes. Le patient peut peut-être minimiser les symptômes, mais les proches aussi peuvent aussi amplifier la réaction émotionnelle. Et c'est difficile pour un proche, pour une personne à distance, de dire c'est quoi l'impact des symptômes chez la personne. Donc, comment ça résonne dans le corps de la personne, c'est souvent difficile. Puis des fois, les patients ont de la difficulté même à exprimer leurs symptômes ou exprimer comment ils le vivent d'une façon adéquate. Et ça, c'est dû parce que la personne peut vivre des différents symptômes dans la même journée, puis ça peut tellement moduler et tellement fluctuant que le patient peut dire ben, c'était pas si pire. Ben, non, c'était pas si pire. Ou ouais, peut-être que je suis du bon traitement, puis là, ben, la personne dit ouais, mais ça a l'air un petit peu moins symptomatique que ce matin. Donc, il y a des écarts qui peuvent être faits, puis ça, c'est normal. Puis même mes collègues de travail infirmières vont dire, c'est pas toujours évident d'évaluer une personne parce qu'à un moment X, la personne peut être correcte, la personne quitte la pièce, puis bon, les symptômes sont pires. Donc, vous voyez, c'est très, très difficile, même pour les professionnels de la santé, de faire une bonne évaluation des symptômes. Donc, soyez indulgents envers vous comme proche aidant et comme patient, dire, c'est pas une maladie qui est facile à gérer. Donc, c'est sûr que les proches vont peut-être aussi être la personne qui va vouloir demander de l'aide, puis pas forcément au soutien à domicile, mais des fois demander de l'aide à d'autres personnes. Peut-être avant de faire ces démarches-là, d'en parler entre vous, dire est-ce qu'on a besoin d'aide? Est-ce que tu me permets justement qu'on demande à telle personne de nous aider? Puis de dire qu'on a besoin d'aide, c'est pas un aveu de défaite, c'est juste dire que peut-être qu'on veut mettre nos énergies ailleurs. Et quand on le pense comme ça, on peut être plus ouvert à accepter de l'aide et à demander de l'aide. Puis de aussi revoir notre conception de c'est pourquoi qu'on demande de l'aide dans notre vie. On est tous interdépendants. On était tous été aussi conditionnés à dire qu'il faut être indépendant, être autonome. Mais ça, c'est des croyances que qu'est-ce qu'on est vraiment autonome et indépendant dans notre vie? Ça, c'est une autre présentation qu'on pourrait faire d'une autre heure, mais d'avoir une réflexion justement sur pourquoi on demande de l'aide et l'impact que demander de l'aide. Donc, c'est un sujet que je trouve tellement fascinant parce qu'on a tous une perception qu'on est des adultes, on est dépendants, on n'a pas besoin de personne, mais c'est pas vrai. Tout le long de notre vie, on est dépendant de l'autre. J'ai besoin de la personne qui a ramassé les grains de café que j'ai bu ce matin. Sans la personne qui l'a ramassé, j'ai pas pu le boire, ce café-là.
Donc, on est tous dépendants de l'autre personne à des degrés différents et demander de l'aide ne devrait pas être vu comme un échec, mais plus une affirmation de nos liens qu'on a entre êtres humains et de rappeler qu'on est des êtres sociaux et qu'on a besoin tous d'un et d'autre dans notre vie. Et j'espère qu'un jour, on va être un peu plus confortable à dire, OK, on est des êtres interdépendants, puis pas forcément toujours dire qu'on est des êtres autonomes et indépendants, ce qui est une fausse affirmation selon moi. Donc, avez-vous des questions? Ça a été beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de présentations. Il y a des choses qui ont été sur des proches qu'on peut transposer à la personne qui est malade. Et inversement, la première partie qu'on a parlé plus pour l'adaptation de la personne malade avec le modèle Lazarus et Folkman. Ce modèle-là aussi peut être appliqué aux proches aidants. Donc, vous voyez, c'est un effet miroir des deux parties de la présentation. Un peut aider l'autre et inversement.